L'objectif de l'exposé, en fait, est juste pour attirer l'attention sur un certain nombre d'impensés que rencontre la pratique historiographique, que rencontre l'acte, ou qu'on rencontre quand on écrit en histoire. Très souvent, en effet, l'historien se trouve enfermé. J'ai utilisé le mot prison, enfermé dans des prisons. Et c'est comme vous l'avez sûrement deviné, c'est une métaphore que j'utilise exprès pour dire qu'on est parfois dans des prisons et le problème c'est qu'on ne sait pas qu'on est dans une prison, mais le jour où on se rend compte qu'on est dans la prison, c'est-à-dire qu'on a pu sortir de la prison. Et donc on ne peut parler de la prison que quand on est déjà à l'extérieur de la prison. Mais comme il s'agit de parler pour des doctorants, il s'agit de leur expliquer une certaine pratique que leurs aînés ont dû expérimenter, par lesquels ils ont dû passer. Et alors, quand je dis, on est toujours, on se trouve parfois enfermé dans des prisons, et ce sont ces prisons-là, justement, qui commandent ce que j'ai appelé le mal de voir. Là, je paraphrase le titre d'un livre, le mal de voir, qui a été édité, je crois, au cours des années 70. Et au point de se demander et de rappeler Paul Ricoeur, comme il a été fait maintenant. Paul Ricoeur, son nom vient d'être prononcé. Quand Paul Ricoeur, il pose le problème de l'écriture de l'histoire, dans un article qu'il intitule justement l'écriture de l'histoire, publié dans les Annales, quand il nous dit, quand l'historien écrit de l'histoire, est-ce qu'il donne à lire un récit vrai ou une fiction? Alors le problème c'est ça. Qu'est-ce qu'on est en train de produire? Qu'est-ce qu'on est en train de livrer au lecteur? Est-ce une histoire vraie ou récit vrai ou fiction? Ce va-et-vient fiction, récit vrai a été évoqué tout à l'heure aussi par l'exposé de Hamid Ben Aziz quand il parlait de la production de Marx. Est-ce qu'on parle du vrai, de l'économie réelle, ou bien de l'économie imaginée? C'est un peu ça aussi. Est-ce on fait du savoir vrai, ou bien on fait de la fiction? Et on est toujours au cœur de ce problème. En fait, j'aimerais bien faire un petit retour, mettre ce débat ou ce questionnement dans son contexte intellectuel. Mais je n'ai pas assez de temps, mais je rappelle tout juste que, en fait, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et surtout au dernier quart du XXe siècle, on a assisté à un mouvement réflexif. Les historiens, du moins, il y a un retour sur ça. Il faut dire que les historiens s'interrogent toujours leur pratique historiographique, mais le dernier quart, à mon avis, du XXe siècle a connu une activité assez importante. En Allemagne, il y a eu aussi des expériences, ça me rappelle Kesselek, ou bien en France aussi, il y a tout ce que l'école des Annales et les chercheurs de l'école des hautes études, et Jean Bouty qui est là, était un des acteurs importants de ce mouvement mouvement historiographique, Retour sur soi, Bernard Le Petit, François Hartog avec ses écrits sur le temps et sur aussi l'histoire et l'évidence de l'histoire, etc., ou le présentisme, tout ça, disons que ce que je suis en train de faire, ce que je propose, s'inscrit un peu dans cette lignée.
je vais essayer je vais tenter de montrer quelques cas concrets. C'est ça, je vais faire défiler quelques cas concrets, montrant comment l'écriture de l'histoire se trouve confrontée à ces espaces restés impensés, où l'historien se trouve réellement emprisonné. Et je choisis de focaliser, j'aime bien sur 3 types de prison ou d'emprisonnement, si je me permets maintenant d'utiliser ce mot. Si Monsieur le Président va me laisser le temps pour le faire, mais je vais essayer de rester dans le temps qui m'est imparti, mais si je verrai que c'est difficile, peut-être que je me contenterai d'un seul exemple. Alors, le premier point, c'est, je l'ai intitulé comme ça, quand l'écriture de l'histoire se fait prisonnière de l'État. Voilà la première prison que j'ai personnellement expérimentée. Et je le dis dès maintenant, je suis un acteur des prisonniers de cette historiographie, parce que moi je vais parler de l'historiographie, de la pratique historiographique tunisienne. Je ne parle pas de l'historiographie d'une manière générale, c'est-à-dire c'est très contextualisé dans l'espace et dans le temps. Comment, alors là, la question est comment l'historiographie postcoloniale tunisienne, c'est-à-dire des années 60, des années 1960, des années 1970, 1980. Pourquoi j'arrête ici? Parce que j'ai l'impression qu'au cours des années 90, on est sorti de la prison, mais je vais peut-être l'expliquer, vous allez peut-être le comprendre sans que je l'expliquerai, je ne sais pas. Alors, c'est une période, comment l'historiographie postcoloniale tunisienne a-t-elle, et là j'ai choisi un cas d'espèce, a-t-elle interprété les événements qui ont marqué l'histoire de la Tunisie au cours du XVIe siècle. J'ai choisi comme ça un moment qui a été étudié par les historiens tunisiens de l'époque. Comment ils ont interprété les événements qui ont marqué le XVIe siècle. Et quand je dis le XVIe siècle, c'est-à-dire cette période, encore ce n'est pas un siècle, c'est moins, mais on le considère comme ça, XVIe siècle. De 1500 à peu près à 1574. Après, ce n'est plus le XVIe siècle. Ça aussi, c'est une façon de voir les choses. L'historiographie tunisienne comme ça. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1574, c'est une autre période, c'est l'époque ottomane. 1574, c'est la date, la prise de la Golette par les Ottomans contre les Espagnols. Les Espagnols étaient chassés et ce sont les Ottomans qui s'installaient. Et en 1574 se termine le XVIe siècle qui est étudié par cette historiographie tunisienne. Cette période est surtout marquée. Là, quand même, vous ne connaissez pas, mais la période. Pourquoi d'abord le 1500 1500 parce que c'est les grandes découvertes. Et c'était un tournant, pas seulement pour l'histoire de la Tunisie, mais un tournant dans l'histoire planétaire. Ça, c'est les grandes découvertes. Il y a un changement total, et il y a beaucoup de changements, bien sûr, en Tunisie à partir de cette date. Et cette période, elle est marquée. Période entre 1500 et 1574, est marquée par l'agonie du pouvoir étatique à l'époque. L'agonie du pouvoir étatique hafside, c'est-à-dire les hafsides qui régnaient en Tunisie depuis le début du XIIIe siècle. Et comment ce moment est-il perçu par les historiens? Il a été analysé en termes de crise. Et on parle de la crise du XVIe siècle. Tous les historiens qui ont étudié cette période l'ont considéré comme ça, y compris moi. Donc on était vraiment dans cela. Alors, est-ce une fiction ou c'est vrai? C'est ça la question que je me pose maintenant. Et certes, il y a bien sûr de profondes transformations qui ont affecté la centralité politique à l'époque. On passait
il y a un virage total sur le plan politique. On passait d'un État central, hafside, avec une assise sociale citadine. L'État en Tunisie, dans cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, a été toujours un État soutenu par les villes, les sociétés citadines. Et à ce moment-là, justement, l'État, ou la centralité de l'État, ou l'État central, passait d'un État à assise sociale citadine, avec une capitale, Tunis, à un autre État avec une assise sociale tribale, et les tribus guerrières, avec comme capitale, non pas Tunis, mais Kérouan. Kérouan, là, c'est une ville qui a... C'est un symbole, c'est une ville religieuse, c'est la première ville, capitale, aux premières contre l'islam, est arrivée avec les Aghlabides dans cette partie. En Ifriqiya, à l'époque, on l'appelait ça. Alors, donc, simple déplacement dans le centre de gravité de l'exercice du pouvoir, et dans l'exercice du pouvoir étatique. Mais à l'arrière-fond, il y a bien une tension sociale forte. Tension entre deux projets de société, entre deux mondes aussi. Le littoral, là où il y a les villes, et l'intérieur, où il y a les tribus. Ah, ça me rappelle ça me rappelle la révolution tunisienne du 14 janvier. C'est vraiment le littoral et les villes. Bon, mais je ferme cette parenthèse pour ne pas brouiller les choses. À vrai dire, donc le mot crise ne va pas. Le mot crise n'est pas adéquat, du moins pour rendre compte de la complexité de cette réalité. C'est pas parce que l'État s'est déplacé qu'il y a crise. Bien sûr, les perdants sont les citadins, mais les gagnants sont les tribus guerrières. Donc il y a des heureux, des gens heureux et des gens moins heureux, c'est tout. Alors pourquoi les historiens tunisiens de cette époque, c'est-à-dire des années 1960, 1970, 1980, insistent sur la crise du XVIe siècle? Et pourtant, l'historiographie de l'époque contemporaine, prête, c'est-à-dire proche de cette période-là, on a un historien qui a écrit juste après cette période, c'est un certain Ibn Abi Dinar, un peu loin quand même, après un siècle à peu près, mais c'est l'historien le plus proche de cette période. Et il a terminé son livre en 1681, et cet historien-là, c'est le seul témoin, le seul historien qui a essayé de capitaliser de l'information sur ce qui s'est passé. Alors, pour lui, il n'y a aucune crise. Et donc, le problème est ailleurs. Donc, aucune crise pour lui. Donc, d'où vient l'idée de la crise du XVIe siècle? Elle est une pure construction, donc. Elle est une pure construction des historiens contemporains. Le problème, c'est pourquoi ils construisent cette crise. Elle est construite autour de l'idée, si on remarque bien, autour de l'idée de la présence, de l'absence de l'État. Et on voit bien donc comment l'écriture de l'histoire s'accommode parfaitement avec le présent, parce que à cette époque-là, justement, en Tunisie, au cours des années 60, au cours des années 1960, 1970, 1980, ce qui était à l'ordre du jour, c'était l'État et la construction de l'État, avec un symbole en Tunisie qui était Bourguiba. À cette époque-là, le débat, c'était le développement. Comment sortir de développement? Comment sortir de sous-développement? Et comment développer? La solution donnée, et presque il y a un accord autour de ça, un État fort, tentaculaire. Construisons donc un État fort et tentaculaire. Eh bien, nos historiens, bien qu'ils parlent du XVIe siècle, ils vont construire à leur manière
cet État fort et tentaculaire. Même quand il parle du passé. Évidemment, on voit parfaitement bien ici, quand l'historien fait de l'histoire, il construit son présent. En fait, ce ne sont pas les historiens seulement qui adhèrent à l'État et à l'idée. Même les opposants à cette époque-là, alors là, si je parle politique, même les opposants ne mettent pas en cause la nécessité d'un État fort. Sociologues, géographes, historiens, tout le monde est mobilisé pour jouer le jeu. Sans qu'il ait des directives ou quelque chose comme ça, mais les gens, ils sont dans cette mouvance, dans cet engagement de la construction de l'État fort. Et État territorial. Quand je dis territorial, là aussi on parle du territoire, qui est la Tunisie. Et on parle de l'unité nationale. C'est important d'avoir une unité nationale pour le développement. Sinon, on est foutu. Et alors, donc, il y a autre chose. Ce territoire est mythifié par les historiens. Bien que ce territoire de la Tunisie en tant que telle, dans le schéma, dans la configuration qu'on a actuellement, elle n'a commencé réellement à exister en tant que telle qu'à partir du XIXe siècle. L'État territorial est construit, réellement on peut dire construit, au milieu du XIXe siècle. Il arrive à son plus haut degré de construction. Évidemment, cette construction a commencé dès le début du XVIIe siècle. Mais les contours de ce territoire ne sont limités, déterminés qu'au XIXe siècle. Et alors ces historiens-là, de 1960, 70, 80, quand ils font de l'histoire de la Tunisie, l'histoire générale par exemple, et même à l'époque antique, ils projetaient ce territoire. À l'époque antique, et pourtant la Tunisie n'existait pas à l'époque antique, n'existait pas à l'époque médiévale, n'existait pas même au début de l'époque moderne. On voit bien donc comment on construisait le territoire, l'État territoire, et c'est comme ça que je dis, nos historiens, je fais partie, je le répète, nous étions prisonniers de l'État. J'espère que vous avez saisi au moins ce que je veux dire par cette prison. Donc, voilà. Ce qui fait que l'histoire qui a été construite à cette époque-là, est-elle du récit vrai ou de la fiction? Eh bien, la part de la fiction est très, très importante, même s'il y a aussi du vrai. Alors, je passe à un autre cas d'espèce. Je crois que je vais réussir. Un autre. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que j'ai peur du reste. Je pense qu'il va y arriver là. Ah bon, voilà, très bien. Je suis dopé par le président. Alors, un autre cas, en fait, ce sont des cas d'espèce comme ça que j'essaie d'exposer. Mais j'échange un peu maintenant l'angle de vue et j'essaie d'observer la question de la mémoire. Et comment, justement, la représentation du passé devient prisonnière de la mémoire. Et là, je vais revenir à une expérience historiographique qui remonte au XVIIe siècle. Tout à l'heure, j'évoquais l'historien qui a écrit son livre Bon, un historien qui fait l'histoire de l'Ifriqiya. Remarquez, il a écrit, j'ai dit, son livre en 1681 et il n'utilise pas le mot Tunisie, ça n'existait pas, on utilisait le mot Ifriqiya. Et le mot Tunis est utilisé pas pour dire le pays, parce qu'actuellement, aujourd'hui, on dit Tunis en arabe pour dire la Tunisie, mais on dit Tunis pour dire la capitale. Ibn Abi Dinar, fin 17e, il utilise le mot Tunis pour dire capitale, et le territoire, il l'appelle Ifriqiya. Et c'était l'ancienne appellation. Mais bien sûr, une Ifriqiya qui n'est pas comme... Il n'est pas l'Ifriqiya de l'époque aghlabide ou l'Ifriqiya de l'époque hafside, c'était des périodes passées. C'est une Ifriqiya réinventée et que
Ibn Abi Dinar, cet historien, va contribuer lui aussi à sa manière de réinventer cette Ifriqiya d'un État territorial qui était en construction justement au cours du XVIIe siècle. Mais ce n'est pas l'objet, ça, juste j'essaie de vous mettre dans le contexte. Alors, je vais focaliser sur la lecture de cet historien. Quelle est la lecture que cet historien a faite des rapports entre le pouvoir central à l'époque, qui est un État beylical, c'est un État au sens moderne du mot, hein, mais en construction. Ça ne sert à rien aussi, nos collègues européens, ça ne sert à rien de... Nous aussi, nous avons connu notre État moderne, mais un État moderne qui a son propre itinéraire, qui a sa propre configuration, et qui a sa propre dynamique interne. Bref, donc lui, comme je disais, dans ce livre-là qu'il a essayé de composer, parle des relations des tribus guerrières avec l'État beylical à l'époque, l'État turc, l'État dirigé par le bey. Alors, qui est-ce d'abord ce Ibn Abi Dinar? Et ça, c'est important de le savoir pour essayer de comprendre le personnage. C'est un citadin, il est d'origine kérouanaise, un jurisconsulte, un alim, c'est-à-dire, et puis il a exercé les fonctions de qadi, un juge. Et comme tout, à l'époque, comme tous les alims, ou tous ceux qui voulaient négocier une prééminence, et de monter sur l'échelle sociale et politique, ils doivent se déplacer à Tunis. Car Tunis drainait toutes les forces vives du pays. Et si on veut rester, on est dans la périphérie, on n'a pas tellement de chances d'émerger. Mais lui, ça se voit qu'il voulait émerger et il se déplaçait à Tunis. Et bien qu'il soit qadi, un juge, il est aussi poète à l'occasion. Et il devient panégyrique et il se déplace jusqu'au palais beylical du Bardo pour vanter les qualités des beys. Il faut dire qu'il était en train de monter ses beys pour le pouvoir, mais c'est pas quelqu'un qui comment on dit, un vendu, comme on pourrait le dire. Non, c'est quelqu'un qui est convaincu que l'avenir, ou plutôt convaincu d'un projet de société, et ce projet de société auquel il adhère, et que les sociétés citadines aussi voulaient promouvoir, une société ou un projet de société avec un pouvoir étatique. Donc, lui, s'il est pas nigériste auprès de ses beys, c'est parce qu'il est convaincu qu'il doit ou qu'il faut qu'il défende ce système politique et ses beys. Bon, ça c'est mon point de vue. Donc, on comprend tout l'intérêt qu'il porte pour le pouvoir à l'époque et surtout pour le pouvoir étatique. Et l'essentiel, c'est que pour écrire son histoire, et surtout les événements du XVIe et XVIIe siècle, justement, et il utilise une seule source, c'est la mémoire collective dans la ville. C'est-à-dire qu'il faisait ses propres enquêtes auprès des citadins, et c'est cette information qu'il a utilisée, parce qu'il nous le dit. Il dit il n'y a plus de livre où il peut copier. Parce que lui, il copie, mais il copie en... C'est pas du copier-coller, comme on dit. Mais à chaque fois, c'est de la réinvention. Il adapte, il réadapte, et c'est très intéressant de voir comment il fait ces informations, il les adapte en fonction d'un projet intellectuel.
Il a un projet intellectuel, parce que derrière, il y a un projet de société, un État qu'il veut promouvoir, etc. Et si les Beys construisent cet État par la paix, comme on dit, par l'arme, lui, il veut construire aussi cet État par son style. Et puis, il faut dire, et ça, on essaie de le montrer dans notre laboratoire, que l'histoire est devenue, comme partout ailleurs aussi en Europe, la science, la première science. Elle est promue comme étant la première science, la science la plus en vogue et la plus populaire et la plus demandée. Bien que l'histoire n'est jamais enseignée à la Zitouna, ni enseignée, ni rien du tout. C'est comme d'autres matières, comme la géographie ou la poésie, c'est pas considéré comme des matières intéressantes. Mais l'histoire devient une demande populaire. Populaire, mais demande aussi de la classe dirigeante et des élites citadines d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre historien à propos des relations des tribus guerrières à l'époque avec le pouvoir central? Il nous dit que ces rapports sont conflictuels, que ces rapports ont été toujours conflictuels. Ils sont encore conflictuels. Et ne croyez pas que ça va finir, ça va rester conflictuel. Il le dit presque. Il faut dire qu'en ce moment-là, au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle, quand Ibn Abi Dinar écrivait son livre, il y avait une lutte, une guerre ouverte entre le pouvoir politique à l'époque et les tribus guerrières. Pourquoi? Tout simplement parce que ce pouvoir politique cherchait à territorialiser le pays. Et cela ne pouvait se faire qu'en matant les tribus, qu'en pacifiant les tribus et en imposant à ces tribus la paix beylicale et les soumettre à la fiscalité et aussi mettre la main sur les terres, ces terres-là que les tribus essayaient de maintenir sous leur domination. Et l'enjeu est important pour les sociétés citadines parce que les sociétés citadines, pour elles, mettre la main sur les terres, c'est vital, c'est important, parce que les sociétés citadines, ça c'est une longue histoire, avant le XVIe siècle, justement, avant la crise, ne comptez pas sur l'agriculture, parce que l'agriculture c'est le métier de ceux qui n'ont aucun métier, le métier des pauvres. Mais ces cités, ces villes, avant le XVIe siècle, ont prospéré. Grâce à quoi? Grâce au commerce caravanier. Or, on sait parfaitement bien qu'avec les grandes découvertes, vers 1500, les grandes découvertes ont déplacé le centre de gravité de la circulation internationale de commerce de la Méditerranée vers l'Atlantique. Du coup, tous les pays qui se trouvent au bord de la Méditerranée, surtout la rive sud, se trouvent complètement isolés de la circulation internationale de commerce, et les cités et les villes, comme le dit bien Brodel, tombaient comme des châteaux de cartes parce qu'ils n'avaient pas d'autres ressources pour compenser cette perte. Il fallait donc pour les villes de se reconvertir, de se mettre à nouveau, qui doivent s'intéresser à nouveau aux terres pour que ces villes puissent avoir de revenus, lesquels revenus serviraient bien sûr à l'économie citadine. Et ça, je le dis rapidement, mais en fait c'est très important en tout cas pour les sociétés citadines de dominer les tribus, mettre la main sur les terres, leur imposer déjà. Je le savais. Non, mais il est quand même généreux. Bon, voilà. Alors, donc, il veut nous faire croire que ces tribus sont que les rapports sont conflictuels,
Et bien sûr, il taxait ces tribus de tous les qualificatifs dégradants, stigmatisants, et surtout sans aucune religiosité, etc. Tout ça, c'est pour justifier en fait la répression contre ces tribus. Bon. Mais en fait, est-ce que vraiment, comme le dit notre historien, les rapports, les relations entre ces tribus et l'État étaient toujours des rapports conflictuels? Non. Justement, avant le XVIe siècle, quand les revenus les plus importants à l'époque venaient du commerce, quels sont ceux qui animaient ce commerce? Quels sont ceux qui étaient la cheville ouvrière de ce commerce caravanier? C'était les tribus guerrières. Les tribus guerrières assuraient le transport de commerce caravanier, surveillaient les routes, etc., étaient les principaux acteurs pour assurer les ressources de l'État et les ressources aussi des sociétés citadines. Donc les rapports avec les tribus, rapport tribu-pouvoir étatique à cette époque-là n'étaient pas des rapports conflictuels, bien au contraire, mais notre historien qui puise ces informations de la mémoire collective citadine transforme, bien sûr, cette histoire, il transforme l'histoire complètement, il la déforme, et comme c'est connu, la mémoire est déformante, et elle est sélective, déformante, mais aussi légitimante, comme ça a été démontré, bien sûr, par tous ceux qui ont étudié la mémoire. Ainsi, la représentation du passé que nous donne notre historien est prisonnière, bien sûr, de la mémoire collective qui a cours à son époque dans la cité. Voilà, ça c'est un autre cas d'espèce de prison. J'arrive au dernier point pour parler cette fois-ci d'une autre forme d'emprisonnement ou d'un autre cadre d'emprisonnement. Et cette fois-ci, ce sont les catégories temporelles. Les catégories temporelles, comment elles aussi déterminent un peu l'écriture de l'histoire et peuvent constituer aussi un cadre d'emprisonnement et génèrent le mal de voir et génèrent aussi les impensés. Bien sûr, l'écriture de l'histoire a été toujours fortement marquée par les régimes d'historicité, dans le cadre duquel l'historien s'inscrit toujours. L'historien, que ce soit de nos jours ou bien l'historien des époques passées, s'inscrit toujours dans un régime d'historicité particulier. Et on peut distinguer en gros, il y a les régimes d'historicité des temps prémodernes, pour aller très vite, et les régimes d'historicité de la période moderne, de temps moderne. Et le temps moderne, comment on peut déterminer le régime d'historicité des temps modernes? Ça a été démontré par Kessler et par d'autres qui ont travaillé sur le temps, comme Hartog aussi. On s'accorde pour dire que le régime d'historicité des temps modernes a commencé quand l'humanité d'une manière générale se rend compte ou prend conscience du présent. Parce que, justement, avant, on ne prenait pas conscience, on ne remarquait pas le présent. Et le monde a un commencement qui est, pour les musulmans, c'est l'Hégire, pour la chrétienté aussi, c'est le jardin d'Éden, etc. Et on attend la fin du monde. Donc on est dans un continuum où le présent n'a aucun statut. Le jour où on commence à prendre conscience du présent, on est dans la modernité. D'ailleurs, je peux rappeler quelque chose de simple et banal, c'est connu au XVIe siècle, comment on est arrivé au mot moderne. À l'origine, il y a le mot grec modos, et le mot modos grec veut dire d'aujourd'hui, et d'aujourd'hui valorisé. Alors, quand on se prend conscience du présent et
un présent valorisé, c'est qu'il y a un changement total dans la perception du temps et dans aussi l'inscription dans le temps. Alors pour les temps prémodernes, on a au moins 4 que je peux citer. Il y a le temps eschatologique, c'est ce temps-là que je viens d'utiliser. Le temps eschatologique, qu'il soit chez les chrétiens, chez les musulmans, c'est la même chose. C'est presque la même structure, ça ne change pas. Il y a le temps aussi analytique, le temps analytique où on fait l'histoire année par année. Année par année, sans là, c'est important, les événements tous sont équivalents. Plutôt, il n'y a pas de changement, ou le changement n'a pas de statut dans cette... je vais revenir à ce point. Et puis l'autre temps, c'est le temps cyclique. Un temps qui alors là, il est connu chez les Grecs, et les Romains aussi, et mis à jour par Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, alors là, il en fait... ça se voit qu'il a lu, qu'il s'inspire des Grecs, et de la civilisation grecque. Et puis, le temps cyclique a été récupéré aussi par Nietzsche, mais avant lui, Machiavel, puis Nietzsche. Et puis, il y a le temps généalogique. Le temps généalogique, le temps ce qu'on appelle chez nous, on a tabaqat, c'est-à-dire les classes ou les générations plutôt, les générations de savants, les générations de shérifs, etc. Ça, c'est le temps généalogique pour les généalogies d'une manière générale. Dans tous ces temps, l'histoire est pensée en termes de continuité et tu veux me déstabiliser ou quoi? Non, il vous reste 1 minute, c'est tout. Et pourquoi tu le dis? Pour les prendre tous comme témoin. Laissez-moi terminer, je vais essayer de terminer rapidement, mais c'est pas facile de terminer rapidement. Hein. Alors, donc, je disais que dans tous ces temps, l'histoire est pensée en termes de continuité, je parle des temps pré-modernes, en termes de continuité et de répétition des faits, organisés les uns, bien sûr, après les autres, année après année, sans rupture. Cette manière de penser le temps a fait que toutes les histoires écrites se ressemblent, ou du moins s'apparentent dans leur structure. Et ceci a continué on a tendance à ne pas souligner ce qu'il y a de spécifique et de nouveau dans le temps des chroniqueurs ou des historiens que l'historiographie musulmane a connu. Et Ibn Khaldoun est bien sûr dans cette lignée, bien que Ibn Khaldoun c'est quelqu'un qui a innové aussi dans la pratique historiographique, mais il reste quand même dans cette lignée. Mais ceci apparaît surtout quand il a adopté la théorie, il a adopté le temps cyclique, il a appliqué ou utilisé ce temps cyclique pour faire sa théorie de l'État. Et c'est lui qui nous dit que l'État passe par... Le temps cyclique, c'est comme le temps naturel. Et la nature, où il y a la naissance, la croissance, puis la mort, et ainsi de suite. Il y a le temps de la mort, le temps de la vie, etc. Et le temps cyclique, c'est un peu ça. Et donc, il interprète l'État et la construction de l'État à son époque, par l'État cyclique. Et à tel point, certains disent, pour Ibn Khaldoun, il nous dit que l'histoire se répète. Se répète. Il y a donc la jeunesse, le temps de la jeunesse, le temps de la maturité et le temps de la vieillesse. Et cette explication de l'histoire est, à mon avis, Ibn Khaldoun, il est prisonnier d'une certaine conception du temps, d'une certaine
catégorie de temps qui est le temps cyclique, et l'explication est due au fait qu'il a dans son esprit le temps et ne peut être que cyclique et un éternel retour. Voilà une forme d'emprisonnement. Mais autre chose, quand j'ai dit tout à l'heure que l'histoire est un continuum pour ces gens, pour les historiens de l'époque, un perpétuel disons un continuum perpétuel, et ceci apparaît avec le temps eschatologique et même avec le temps cyclique. Là, le changement est imperceptible pour ces historiens. Il n'y a pas de changement. Et même quand on a l'impression qu'il y a un changement, il est fustigé, il est considéré comme une déviance parce que, alors là, pour les musulmans, et ça jusqu'à aujourd'hui, les salafistes, c'est ça. Les salafistes ne reconnaissent pas le présent. Le salafiste, c'est le passé qui décide du présent, et non pas les modernistes, c'est au contraire. C'est le présent qui, ou plutôt le futur, décide du présent. Il y a une différence. Le 14 janvier, quand on a fait la révolution en Tunisie, tout le monde regardait le futur et ils veulent pour décider de ce qu'ils doivent faire au présent. Et maintenant, un an après, on a des salafistes qui veulent nous imposer ce rythme. Ils regardent dans le passé pour décider ce qu'on doit faire au présent. Et maintenant, même les progressistes, là j'ouvre une parenthèse, je sors, même les progressistes, pour se défendre contre les salafistes, deviennent eux aussi salafistes à leur manière, parce qu'ils sont obligés d'ausculter ce passé-là, mais d'une autre manière, mais ils tombent dans le piège des salafistes. Bref, pour dire, ça c'est, les salafistes appartiennent à cette période, appartiennent au temps pré-moderne, où il y a un commencement, et c'est le meilleur moment, et puis il y a une fin, qui est la fin du monde, et on doit attendre le jugement dernier pour la fin du monde. Entre-temps, il y a quoi? Entre-temps, on doit regarder juste ce que les fondateurs ont fait, le premier musulman, et tout changement dans le présent est une déviance, bid'a, wal bid'atu dalalatun wa dalalatu minan nar. Toute déviance, tout changement est une déviance, toute déviance est une errance, et toute errance c'est l'enfer. Voilà une... bon, mais je conclus. Bon, je conclus. Alors, je conclus, c'est mieux. On ne peut pas laisser cette affirmation comme conclusion, quand même. Non, tu ne peux pas. Alors, donc les prisons de l'histoire relèvent donc, comme je l'ai dit, de l'impensé, du mal de voir, et libérer l'histoire ou l'historien de ces prisons signifie pouvoir les penser et les expliciter. Force est de conclure aussi que la fiction et le réel, dans l'écriture de l'histoire, ne sont jamais en fait détachables. À chaque fois, on a les deux. Même quand on veut échapper à la fiction, où on veut le réel, la fiction est toujours là. Elles ne sont jamais détachables, peut-être, ni non plus indépendants. Et il faut donc apprendre à lire la part du réel dans la construction de la fiction, et inversement, et cela permet peut-être d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. Ainsi, sortir d'une prison signifie-t-il vraiment une libération totale de l'écriture de l'historien? Pas du tout. Une prison en cache une autre. Penser nos expériences, plutôt le mal de voir donc guette constamment l'historien, comme tout autre chercheur aussi dans les sciences sociales. À mon avis, on n'est pas le seul dans ce problème. Penser nos expériences en matière de recherche en sciences sociales et le repenser constamment est notre destin. Il faut admettre aussi l'idée que l'acte d'écrire en sciences sociales ne peut être
en mesure de tout voir et d'un seul coup. Il se fait par touches successives et la sortie d'une prison appelle la recherche d'une autre prison qui doit se profiler à l'horizon, mais il faut faire l'effort préalable de en approcher pour commencer à y voir un peu plus clair. Et ainsi, la recherche en sciences sociales est toujours de cette manière. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est bien la modestie de nos résultats, quel qu'en soit l'effort consenti. Et il vaut mieux être parmi ceux qui ne savent pas. Merci, Cheikh Abdelhamid, pour cette...